Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À l'horizon, le format audio de la boussole. Merci pour votre écoute et bon épisode. C'est avec humilité et gratitude que la boussole exerce sa mission sur les territoires non cédés des peuples salish du littoral, les territoires des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Par ces mots, nous tenons à exprimer notre profond respect pour ces peuples, leur territoire, leur culture et leurs membres. C'est Camille, à la boussole. On espère que vous allez bien. Tout comme les beaux jours qui s'installent, le balado À l'horizon reprend du service ce mois de juin. Et qui dit mois de juin au Canada, dit fête de la Saint-Jean-Baptiste. La Colombie-Britannique est, certes, une province bilingue, mais le français reste tout de même une langue minoritaire. Ainsi, nous sommes fiers de faire partie de cette belle communauté francophone et de mettre nos forces au service du rayonnement de la francophonie. Le mois de juin est un mois de célébration pour les francophones au Canada, avec la Saint-Jean-Baptiste célébrée tous les 24 juin. C'est dans cet esprit que l'épisode de ce mois-ci se concentrera sur l'histoire de la communauté francophone en Colombie-Britannique, et nous sommes ravis de pouvoir accueillir Maurice Guibord, le directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, en tant qu'invité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions revenir sur certains événements qui se dérouleront à la boussole ce mois-ci. Certains membres de la boussole participent au semi-marathon de Vancouver. Le sport fait partie intégrante d'un bon nombre de nos membres. Il était donc évident de mettre la passion au service des missions que défend la boussole. Ainsi, les fonds récoltés pendant cette course seront reversés à notre programme de suivi psychologique pour permettre à plus de personnes en situation de précarité d'avoir un accès à la santé mentale à moindre coût, pouvoir offrir plus d'activités pour lutter contre l'isolement social, soutenir notre banque alimentaire et notre programme alimentaire pour pouvoir offrir plus de sacs de denrées sèches et fraîches à nos bénéficiaires et à la communauté du Downtown Eastside. Alors, pour celles et ceux qui veulent venir nous soutenir le jour de la course, nous vous retrouvons dimanche 22 juin aux Aurores, au départ de UBC et à la ligne d'arrivée à Kitsilano pour le semi-marathon. Le mois de juin est riche en thématiques puisqu'il s'agit aussi du mois des fiertés et pour l'occasion, notre partenaire, le Comité franco-queer de l'Ouest, a organisé un atelier ayant pour vocation à être une meilleure alliée de la communauté de SLGBTQIA+. Cet atelier a eu lieu cette semaine. Enfin, un village associatif pour mettre en avant la diversité culturelle francophone à Vancouver sera aussi organisé à Hemclen Plaza, à Yaletown, le 27 juin, de 17h à 20h. De nombreuses associations francophones seront présentes pour échanger sur les services et activités proposés. Le but étant de découvrir, mais aussi de célébrer un peu plus cette culture francophone riche en diversité. Notre invité du mois s'appelle Maurice Guibord. Il a déjà collaboré avec la Boussole lors de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste l'année dernière et a accepté de nous offrir un nouvel atelier cette année. Maurice œuvre dans les secteurs de l'histoire et du patrimoine depuis presque 40 ans. Il est conseiller fondateur de la société Heritage Vancouver et demeure actif avec la Vancouver Heritage Foundation et aussi Radio-Canada à titre de chroniqueur historique. Il est actuellement le directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. En 2017, il fut le récipiendaire du prix d'honneur de la province pour la journée de la francophonie, pour son énorme contribution à la recherche et à la diffusion de l'histoire et de l'héritage francophone en Colombie-Britannique. Voici un parcours très impressionnant. Bonjour Maurice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être présent aujourd'hui. C'est notre honneur d'être là. Donc, comme on l'évoquait dans l'introduction, vous allez faire un atelier lors de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste de la Boussole le 24 juin prochain. Sans trop nous dire tous les détails, est-ce que vous pourriez nous dire un peu en quoi va consister cet atelier? Ben voilà, c'est d'abord on va manger. Parfait. Ensuite, c'est vraiment un parcours du folklore, de la culture folklorique célébrée par tous les Canadiens français et qui
qui, dans certains milieux, commence à disparaître, n'est-ce pas? Donc, c'est le jeu des cuillères, c'est expliquer pourquoi on joue les cuillères, est-ce qu'on a les bonnes cuillères, etc., comment on fait, pourquoi on faisait ça comme ça, pourquoi on faisait notre propre musique sans tambour, mais avec les pieds qui battaient le rythme, etc. Et donc, d'enseigner comment faire cela justement pour pouvoir profiter de la Saint-Jean pour réanimer notre culture. Super, on a vraiment hâte d'y être et on vous invite vraiment tous à nous rejoindre. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, donc vous êtes le directeur général, et de sa mission? Tout à fait. C'est en 2009 que la société s'est établie, en fin de compte, avec les vestiges, les archives qui nous restaient d'une ancienne société historique francophone qui avait plus ou moins implosé pour toutes sortes de raisons 25 ans plus tôt et qui avait duré 30 ans déjà. Donc, on avait quand même une bonne base de recherche qui était effectuée et le mandat est le même, soit de recueillir, de préserver et de diffuser l'histoire de tous les francophones en Colombie-Britannique. Nos archives retiennent des photos, du vidéo, de l'audio, une grande bibliothèque sur la Colombie-Britannique et des archives, bien sûr, et qui commencent de plus en plus à représenter diverses francophonies, n'est-ce pas, qui arrivent chez nous. Parce que l'histoire, c'est pas ce qui est poussiéreux, c'est ce qui est actuel aussi. Donc, on se doit de les retrouver chez nous et ça marche bien pour le moment. On a des gens qui nous donnent des collections qui, pour eux, ne sont pas nécessairement historiques. Par exemple, le Conseil Jeunesse, qui est l'un de nos plus grands donateurs, nous a fait un don il y a une dizaine d'années d'à peu près une cinquantaine de T-shirts de tous leurs événements, de rassemblements de jeunes, de parlement jeunesse, de tout ce que vous voulez, et qu'ils s'apprêtaient à jeter. Parce que ça prenait de la place chez eux. Mais pour nous, un T-shirt, un macaron, c'est d'un festival, d'un événement, d'un rassemblement, d'un bingo, mon Dieu. Je veux dire, ça représente ce que les francophones ont fait à une époque particulière. Et qu'est-ce qui arrive à ces jours-là, 3 ans plus tard? C'est au rebut, n'est-ce pas? Donc, nous les préservons en bonne et due forme archivistique et muséale, dans du papier non acidique, etc., photographié, catalogué et disponible aux chercheurs en ligne. Donc, c'est ce que nous continuons à faire. Je suis en train de rédiger finalement le livre, la publication sur l'histoire des francophones en Colombie-Britannique, qui est très peu connu, même parmi les francophones, parce que, comme le nom de la province, c'est la Colombie quoi? Et c'est pas nous qui avons écrit cette histoire. Donc, nous avons une bibliothèque de quelques 1400 livres et c'est parce que dans chacun de ces livres-là, si on est chanceux, il y a une ligne, un paragraphe, mon Dieu, un chapitre, si on est chanceux, sur les francophones. Donc, c'est à nous d'effectuer cette recherche plus approfondie qui est un défi, mais qui est tellement enrichissant à faire, vraiment, là. Et donc, du coup, vous dites que vous avez toutes ces archives. Est-ce que moi, par exemple, si demain je veux aller voir ces archives, vous avez comme un musée qui peut être vu physiquement, ou vous dites que c'est qu'en ligne qu'on peut avoir accès à toutes ces archives? Pour le moment, ce n'est qu'en ligne. Vous savez peut-être que la Maison de la francophonie de Vancouver va être démolie, remplacée par une plus grande. Donc, il va y avoir, si tout va bien, tel que prévu, quelques vitrines que nous pourrons mettre de l'avant, où nous pourrons mettre de l'avant certains éléments de la collection de façon rotative. Finalement, quand même, les gens peuvent, si ça les intéresse de voir quelque chose, on est là pour ça. Puis on est là presque tous les jours. Et sinon, nous appeler à l'avance, puis ça nous ferait plaisir de vous montrer des choses qui se rapportent à ce qui vous intéresse. Ou bien, on saurait quand même vous émerveiller. Ça surprend vraiment de voir qu'est-ce qu'on arrive à se tirer des puces de gens avec qui on apparaît peu probablement certains des éléments qui viennent chez nous. Des belles... mon Dieu, j'ai trouvé une belle médaille de l'Alliance française de Vancouver au plus à 5 $, je veux dire, gravée du nom du récipiendaire, des choses comme ça, inusitées, et qui n'avaient pas été probablement appréciées par soit les descendants des récipiendaires ou par les directeurs, directrices, présidents, présidentes
par la suite, par manque d'espace, pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons aussi des activités à longueur d'année. Je prévois maintenant à bientôt annoncer les visites guidées en français. Pas toujours du fait francophone, mais en français quand même. Dans le Grand Vancouver cette année, nous avons notre colloque biennal, je pense que c'est le 9e colloque biennal à l'automne, qui va porter justement sur nos sources. Donc, les sources de nos renseignements, où ça peut être le sous-sol de quelqu'un, où c'est accumulé pour quelque raison que ce soit les puces, que ce soit l'histoire orale, l'histoire autochtone, l'histoire des communautés et la valeur de cette histoire dans la perception historique aujourd'hui aussi. Donc, on va parler de toutes ces choses-là. C'est quand même fascinant et on n'y pense pas toujours. D'où ça vient, ça? Hein? C'est passionnant. Vraiment passionnant. Donc, vous nous avez dit que vous nous avez parlé un peu de l'histoire de la communauté francophone en Colombie-Britannique, qui n'est pas très connue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, quelques dates peut-être, ou quelques événements importants? Tout à fait. Les premiers francophones sont arrivés avec la traite des fourrures, bien sûr. La province est jeune, hein, je veux dire. Il y a 150 ans, c'était la forêt ici, n'est-ce pas? Et donc, c'était dans cette forêt que sont arrivés les compagnies comme de la compagnie de la baie d'Hudson et ensuite du Nord-Ouest, qui s'installaient dans des postes et des forts de traite de fourrure un peu partout. Et à peu près 65% des ouvriers, pas les chefs, mais des ouvriers, étaient des Canadiens français qu'on appelait à l'époque des Canadiens. Hein? Et donc, la langue de la traite des fourrures était le français, parlé et par aussi les employés anglophones et leurs patrons. Sinon, ça marchait pas. Et c'est ces gens-là qu'on connaît aussi du terme de voyageurs, les pagailleurs, la ceinture fléchée, on les connaît à leur costume, etc. Et donc, jusqu'à la première ruée vers l'or, donc 1858, la première ruée vers l'or, soit du fleuve Fraser, des Européens qui étaient dans le territoire qui deviendrait la Colombie-Britannique, et on parle pas de dizaines de milliers à ce moment-là, plus de 65% étaient des Canadiens français. D'accord? Et qu'est-ce qui est arrivé? 58, on découvre de l'art. On est enseveli par une vague humaine de 40 000 hommes dans 2 mois. Et on nage dans ces vagues depuis ce moment-là. On a quand même perduré. On a créé, vague sur vague d'immigrants et d'un peu partout. Et maintenant de partout dans l'ancien empire français, n'est-ce pas? Les anciennes colonies, etc. Et surtout avec les visées actuelles du gouvernement français de faire venir des immigrants de langue française de partout au Canada, vers la côte ouest. Ça nous permet de perdurer et aussi d'actualiser notre culture, de la tenir à jour et même de la diversifier, de célébrer ces divers aspects. Tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire et important de connaître l'histoire francophone en Colombie-Britannique et justement de garder toutes ces archives que vous gardez et de faire tout votre travail qui est de faire la recherche de toutes ces archives, de savoir toute l'histoire francophone ici en Colombie-Britannique? Et c'est une bonne question. Il faut se pencher sur l'histoire du Canada elle-même. Je veux dire, on est la dernière province vers l'ouest, n'est-ce pas? C'est absolument une histoire de colonisation, mais reste qui vaut la peine d'être retenue et racontée, en tenant compte justement de ce qui est arrivé aux peuples autochtones, métis, dans ce parcours-là, mais en le reliant au nom, parce qu'il y a eu de grands échanges culturels, créant des couples exogames, des enfants métis, etc. ici. Si on ne retenait pas, si on ne préservait pas, présentait pas cette histoire, elle resterait ce qu'elle a été jusqu'à il y a à peu près 30 ans, une histoire qu'anglaise. D'accord? Et si on veut vraiment comprendre ce qu'est le Canada dans tous ses aspects et dans son bilinguisme et biculturalisme officiel, on se doit de le mettre de l'avant. Quand je suis arrivé ici il y a 30 ans,
je me suis fait dire 2 fois dans des Safeway, speak white. Ça veut dire parle anglais, d'accord? Donc, parce qu'on était connus comme plus ou moins les Noirs du Canada, vraiment, même s'il y en avait peu, on était à ce niveau-là. D'accord? On était les ouvriers peu payés. Maintenant, 30 ans plus tard, ceux qui m'auraient dit ça, ou les leurs, maintenant, leurs petits-enfants sont à l'immersion. Et il y a une quinzaine d'années, quelqu'un m'a dit, Maurice, chaque fois que tu vas quelque part, dis bonjour. Et je le fais toujours. Et de plus en plus, des gens de tout âge, que je passe dans la rue ou au magasin, etc., me disent, oh, bonjour. Ils sont heureux de leur parler. Donc, si dans 30 ans, on a pu voir une évolution comme celle-là, qu'est-ce qui va arriver quand cette publication va sortir ou quand plus on continue à présenter, comme on dit chez nous, notre salade, vers un public diversifié. Ce n'est plus assez maintenant pour nous de prêcher à la chorale, soit de présenter notre histoire aux francophones, y compris aux nouveaux francophones canadiens ici, mais aussi aux anglophones, qui, quand même, sont prêts à la recevoir, cette histoire. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc ça, c'est encourageant, vraiment. Tout à fait. Je vais effectivement revenir un peu sur ce que vous disiez. À Vancouver, donc, bien que la Colombie-Britannique soit une province bilingue, le français reste largement minoritaire. N'étant pas la langue la plus parlée, il peut s'avérer difficile de recevoir des services en français, mais aussi de participer à des événements francophones permettant de rester connecté à sa culture d'origine. Malgré tout, on remarque qu'il s'agit d'un réel besoin. En effet, en 2021, plus de 65 000 personnes parlaient le français en Colombie-Britannique. En conséquent, on peut comprendre que l'installation soit bien plus difficile pour les personnes francophones et nous en sommes témoins à la boussole tous les jours. C'est pourquoi, dans notre centre communautaire, notre but est de créer du lien social en essayant de célébrer la diversité de la culture francophone. Et on va revenir un petit peu à la Saint-Jean-Baptiste, qu'on va du coup célébrer la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste et des coutumes qui sont associées à cette célébration? Absolument, absolument. C'est quand même intéressant. On avait été invités pour justement célébrer la Saint-Jean à l'église francophone, la première église francophone de Vancouver, et la seule d'ailleurs, Saint-Sacrement, dans Fairview. Et c'est maintenant une paroisse qui est largement philippine et anglophone. Mais ils voulaient célébrer la Saint-Jean, mais il n'y avait aucune idée pourquoi. Donc, ça m'a fait plaisir. Et même, il a fallu que je déterre cette histoire-là parce qu'on en connaît certains éléments, mais pas tous. Et donc, Saint-Jean-Baptiste est reconnu comme le patron catholique des Canadiens français. Mais je garantis que presque 100% des Canadiens français, des Québécois ne savent pas que aussi c'est célébré en France, en Belgique, en Italie, Portugal, dans les pays scandinaves. Il est même le patron, le saint patron de Terre-Neuve, province complètement britannique, la dernière colonie britannique à s'intégrer au Canada. Donc, Saint-Jean-Baptiste, c'était selon l'histoire chrétienne, c'était le cousin de Jésus qui l'a baptisé. Il a baptisé Jésus et finalement est mort martyr avant lui d'ailleurs. La célébration, on voit ça depuis, mon Dieu, le 6e siècle, des célébrations à l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est quand même le seul saint duquel on célèbre la date de naissance et non pas de décès. C'est quand même intéressant. Ça, je ne savais pas, je l'ai appris récemment. La tradition de la Saint-Jean, c'est venu de la France au 17e siècle, avec la Nouvelle-France, les colons qui arrivaient ici, et ont commencé, eux aussi, à faire ce qu'ils faisaient déjà en France, c'est-à-dire de créer des feux de joie et des soirées de bouffe incroyables, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que le gouverneur de la Nouvelle-France, Charles Huot de Montmagny, a décidé d'organiser les premières célébrations officielles pour cette fête-là dans la nouvelle colonie. Mais après la conquête britannique, ça a conservé son élément religieux, mais aussi c'est devenu patriotique. Parce que là, à Montréal, le maire de Montréal a déclaré, donc, après avoir vu le premier défilé de la Saint-Patrick par les Irlandais, catholiques en grande partie, il dit, nous aussi, on a notre saint, pourquoi on ne fait pas un défilé? Puis c'est comme ça que le défilé a commencé et qui est devenu vraiment énorme. C'était gigantesque, c'était impressionnant.
Les années 1830, on commence à voir ça un peu moins parce que là, les patriotes canadiens se sont fait remettre à leur place par à peu près et donc tout ce qui était célébration canadienne, ça a disparu pendant quelques années pour renaître en 1880 quand le maire de Vancouver, de Montréal encore, crée cette fois-là la Société Saint-Jean-Baptiste. Et c'est là, il y a une convention nationale des Canadiens français pour vraiment s'affirmer au niveau politique. Et la composition musicale de l'O-Canada est née pour la première fois, deviendra l'hymne national 100 ans plus tard avec une tradition anglaise qui, elle, reflète la réalité anglaise. Ce n'est pas la traduction de notre chanson. Et c'est 1837, le pape Saint Pie X nous a donné Saint-Jean-Baptiste comme patron, mais il a attribué au peuple qu'il disait franco-canadien ce patron et non pas au Canada. Donc, c'est à un peuple qu'il l'a accordé. Donc, il était, même à ce moment-là, au courant de la réalité que vivaient les Canadiens français. Révolution tranquille arrive des années 60-70 et ça a eu son effet sur nous tous et vraiment, la Saint-Jean-Baptiste était son plus politique à ce moment-là et le demeure. Et c'est en 1977 que le premier ministre du Québec, René Lévesque, déclare la Saint-Jean-Baptiste la fête nationale du Québec. Donc, c'est un congé ce jour-là. Chez nous, on arrive toujours à s'amuser quand même. Et voilà, ça a quand même eu une histoire un peu rocambolesque, cette fête-là. Tout à fait, c'est incroyable de savoir que c'est encore fêté depuis des milliers d'années. Tout à fait, en effet. Et donc, comme vous le dites, c'est fêté énormément au Québec. Chez nous, ça reste une fête importante pour la communauté québécoise. Pourquoi est-ce que justement, ici, à Vancouver, en Colombie-Britannique, c'est important qu'on célèbre encore cette fête et qu'on continue, nous, à la célébrer chaque année pour la communauté québécoise? C'est l'une des occasions durant l'année où on a le plus de chances, d'opportunités de célébrer ça en public. Il fait beau, si on est chanceux, n'est-ce pas? Et là, on peut avoir des petites fêtes de quartier, là où se trouvent davantage de francophones. Vous le célébrez avec la boussole. On est super heureux d'être avec vous encore cette année. Et c'est là, on prend notre place dans le parcours culturel de notre ville, n'est-ce pas? Et il y en a qui vont nous voir puis ils vont dire « Ah oui, c'est la Saint-Jean aujourd'hui. » Vous voyez? Donc, à ce niveau-là, il faut quand même ne pas perdre ce qui nous appartient et en plus le célébrer fortement là où on est. Tout à fait. On est bien d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres événements importants pour la communauté québécoise au long de l'année? Absolument, et pas juste québécoise, mais francophone hors Québec. Donc, il y a des festivals importants. Donc, au printemps, donc le plus grand de la province, le Festival du Bois à Maillardville. Il y a le grand festival francophone, FUN, à Prince-Georges, le festival du sirop d'érable à Nanaimo. Kelowna a quand même sa place dans la tenue d'événements impressionnants, la Nuit Blanche, etc., et qui est vraiment connue comme la Nuit Blanche à Kelowna, mais ils embarquent. C'est vraiment des festivités partout dans la ville pendant toute la nuit. Vous voyez, c'est une nuit blanche. Vous voyez. Donc, vraiment, chapeau pour les communautés de Nelson aussi a fait ces célébrations. Donc, où qu'on soit, mon Dieu, et qu'est-ce que je dis, le festival francophone d'été qui vient de commencer avant-hier. Donc, non, il y a toujours de quoi célébrer dans notre ville, dans notre province aussi. Il s'agit tout simplement de peut-être se mettre devant l'écran pour pitonner un peu, pour nous trouver. Et si on veut nous trouver, nous sommes là, hein, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présent aujourd'hui. Voici la fin de ce podcast numéro 9 de À l'horizon. Je souhaite vous remercier une nouvelle fois pour votre écoute et votre soutien. Nous avons pu l'évoquer avec Maurice. Il est précieux de conserver ses archives et de se souvenir. Tout comme il est précieux de continuer à faire vivre cette diversité culturelle. Et c'est en passant par des événements et des célébrations comme la Saint-Jean-Baptiste que nous continuons à le faire. Nous vous attendons nombreuses le 24 juin prochain pour célébrer ensemble la culture québécoise. L'occasion de se rencontrer, d'échanger et de partager. Tout cela dans une ambiance conviviale et bienveillante. Il est important de souligner que la Boussole ne pourrait proposer une telle offre d'activités sans les généreuses donations de la communauté. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez découvrir les différentes façons de le faire sur notre site internet. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là,
Et comme d'habitude, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure.